Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Dites-moi tout, docteur. La journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, célébrée du 1er au 31 décembre 2025. Ce mois si important nous rappelle l'urgence de combat tant du côté des autorités sanitaires, des professionnels de santé, les ONG, les associations, ainsi que les personnes affectées. C'est l'occasion de rendre hommage aux vies perdues et réaffirmer notre solidarité envers les victimes. C'est aussi le moment de nous souvenir que la médecine seule ne suffit pas. Il faut notre empathie et notre soutien inconditionnel et notre regard dans ce combat. Et comme dirait donc la célèbre militante Elizabeth Taylor, je cite, « Nous sommes à l'ère où l'on peut enfin vivre avec le VIH, mais on ne peut pas vivre avec la stigmatisation et la discrimination. C'est pourquoi nous devons garantir l'accès au traitement pour tous et éradiquer toute forme de discrimination et de stigmatisation. » C'est sur ces mots que nous recevons donc sur ce plateau les ténors de la lutte contre le VIH-Sida. Il s'agit tout simplement de Kadiatou Bodi Baldé et Monsieur Soriba pour nous parler davantage ce qui se trame à partir de demain dans la lutte contre le VIH-Sida. Vous pouvez donc nous appeler dans la deuxième partie au 628 90 73 comme nous avons l'habitude de procéder, les questions-réponses et nous revenons à vous juste après. Encore une fois, bonsoir Monsieur Soriba Savané, suivi évaluation du Rega Plus et Kadiatou Bodi Baldé, la présidente du REGAP. Merci donc d'accepter encore une fois de plus notre invitation sur ce plateau pour parler en prélude du mois du VIH dédié à la sensibilisation, au dépistage et toutes sortes de communication pendant ce mois-ci pour attirer l'attention des autorités, faire également des plaidoyers. C'est de ça on va parler tout à l'heure. Demain, c'est la journée qui commence. On ne sait pas comment c'est organisé. On va le savoir tout à l'heure sous votre vigilance et votre bienveillance. Encore une fois, Monsieur Soriba, Monsieur Sané, et bonsoir. Et ma chérie Bodi Hadia, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, grâce à Dieu. En prélude donc de la journée qui commence demain, dédiée à la sensibilisation au dépistage, et tout le mois d'ailleurs est consacré à ça. Et toutes sortes de communication aussi est liée à la vulgarisation et dépistage, les sites, on veut le savoir tout à l'heure à travers vous. Et nous vous recevons et nous allons parler de tout ce qui va se passer de demain jusqu'au 31, les bilans, semi-bilans, tout ce qui va se passer. Mais comme vous êtes là au compte de REGAP, on va commencer par comprendre. Vous allez d'abord nous présenter cette association. Depuis quand cette association est créée, quelle est sa mission, ses objectifs. On en parle tout à l'heure dans cette émission. Et puis on va nous tourner vers Monsieur Sani Soriba qui va nous parler suivi évaluation de REGAP+, tout ce qui se passe dans cette association, autour de cette association. Alors dites-nous, ma chérie, REGAP, qu'est-ce que c'est? Présente-moi un peu cette structure. C'est vrai qu'on en parle à chaque fois que tu passes dans cette émission. Tu ne cesses de rappeler la mission régalienne de REGAP. C'est encore une fois l'opportunité était offerte pour nous en parler encore aujourd'hui. Merci vraiment pour cette opportunité et je suis très ravie de revenir encore et encore à chaque mois de décembre. Je suis la bienvenue au sein de RDG et je profite de cette plateau pour remercier à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et tous les travailleurs de la RTG. Merci de nous recevoir en ce mois qui à la veille du lancement de la journée mondiale de lutte contre le sida. Merci de nous demander c'est quoi le REGAP. Le REGAP, c'est le réseau guinéen des associations des personnes affectées par le VIH qui est représenté dans toutes les régions de la Guinée jusqu'au dernier kilomètre. Et c'est un réseau qui rassemble toutes les associations des personnes qui sont affectées par le VIH en Guinée. Sa mission est de promouvoir les droits et les devoirs des PVVIH en Guinée et défendre leurs droits et les faire savoir qu'est-ce qu'il faut
étant PVVIH, quel est ton devoir envers les citoyens guinéens et quels sont les devoirs de l'État envers ces PVVIH et accompagner aussi les orphelins de PVVIH. Issus du couple, oui. Voilà. Donc, c'est un peu la mission du Rega Plus et veiller au bien-être des personnes vivant avec le VIH et aussi lutter contre la stigmatisation et la discrimination qui freinent aujourd'hui la lutte contre le VIH en Guinée. Alors, c'est le cri du cœur déjà qui va... C'est le cri du cœur d'ailleurs de ce numéro du 30 novembre 2025. On va mettre l'accent sur la discrimination et la stigmatisation. C'est vrai que jusqu'à présent, les gens n'ont pas compris qu'on peut vivre avec le VIH sans contaminer, pas de réticence quand tu sais que telle personne est infectée par la maladie, tu n'as pas à rejeter la personne et plein d'autres choses aussi, on va en parler tout à l'heure dans cette émission. Et les enfants surtout issus du couple PVVH, donc on en parlera tout à l'heure. Mais avant, on ne va pas ignorer notre monsieur Savané, monsieur Sané, pour nous parler un peu... pour nous expliquer un peu les activités durant tout le mois de décembre, les activités liées au Rega Plus. D'accord. Comme l'a dit la présidente, le Rega Plus, c'est le réseau guinéen des associations des personnes affectées par le VIH. Cette organisation est créée en 2005 et elle regroupe... mais ça fait 20 ans, depuis 20 ans maintenant. Oui, en 2005. Et cette organisation regroupe à date 42 associations. Les associations sont composées de personnes infectées par le VIH. C'est-à-dire chaque association est composée de nombre de personnes par association. Le minimum c'est 100 à 200. Bon. Les membres actifs sont minimum c'est 80. Les membres adhérents, en cas de mobilisation, à qui on peut les faire des appels pour accompagner la structure dans sa mission. Donc, c'est pourquoi le mois de décembre, nous avons mobilisé toutes ces associations, sont informées de tout ce que nous sommes en train de faire. Et le 1er décembre, nous allons faire un carnaval au niveau de Carrefour Badam en ville, direction à l'hôtel Kaloum. Donc, vous-même, vous êtes invités et toute l'équipe de la RTG. C'est comme chaque année d'ailleurs. Pour prendre part à cette importante rencontre. Parce que c'est le lieu de faire des discours pour la sensibilisation et attirer l'attention. Le discours sera tenu où au lieu de départ ou bien à l'hôtel Kaloum. Par le ministre de la Santé non seulement par le ministre de la Santé, il y aura le gouvernement qui va intervenir à travers le secrétariat exécutif du CNLS qui est sous tutelle de la primature. C'est toujours docteur Diakité. Docteur Diakité Eva Abbas, sous l'égide du premier ministre chef de gouvernement. Donc ils vont tenir le discours et nous, les organisations de la société civile, à travers la présidente du Rega Plus, elle va aussi tenir un discours pour attirer l'attention des décideurs pour les dysfonctionnements. Bien sûr que l'État est en train de fournir assez d'efforts, mais que cela nous tienne, on a des petites difficultés. Oui, surtout au niveau des intrants. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de rupture remarquée. Mais ça arrive quand même avec les déploiements de Conakry à l'intérieur du pays. C'est des petits soucis qui peuvent arriver, mais que si c'est gérable, on peut quand même laisser passer. Mais si ça devient un peu persistant, il faut quand même trouver une solution parce que les gens dépendent de ces produits. Voilà. Alors, Regap, c'est vrai que ça regroupe beaucoup d'associations. On va rappeler d'abord le thème de l'année. C'est important. Quand on parle des missions et au rôle de Regap, on va rappeler un peu pour les téléspectateurs parce que c'est demain, la journée commence. Le mois commence d'ailleurs, c'est le mois, ce n'est pas la journée, c'est tout un mois qui est consacré. Voilà, donc on peut rappeler un peu le thème de l'année. Qu'est-ce que ça nous dit cette fois-ci? Parce que chaque année, un thème est concocté à travers les autorités, l'OMS, l'ONICIDA également. Donc chaque année, il y a un thème qui attire l'attention des décideurs et des associations. Et cette année, qu'est-ce qu'on a retenu? Cette année, on est sur le thème de surmonter les perturbations et transformer la réponse au VIH. Cette fois-ci, le thème, il ne semble pas que c'est un peu long. C'est pas un peu long, mais c'est en réalité en phase de l'actualité de notre pays actuellement. Voilà. Moi, je voulais rappeler le thème, mais je ne veux pas écorcher ce que ma chérie a dit. Donc, il va me rappeler et on va noter.
c'est vrai, REGAP existe sur le terrain, c'est une association, c'est un réseau a besoin d'accompagnement, a besoin de partenaires techniques et financiers, a besoin du gouvernement, par le biais du ministère de la Santé, et exclusivement d'ailleurs. Et puis, parlez-nous un peu comment le REGAP, comment vous vous en sortez, et comment vous menez les activités, voilà. Le REGAP s'en sort à travers des appuis des partenaires techniques et financiers, parce que même si vous voyez, je peux compter certains partenaires techniques et financiers qui nous appuient qui nous fait vibrer le cœur quand ils se disent qu'ils vont bientôt se retirer. Je parle de Médecins sans frontières. Mais est-ce que ça c'est possible, Bodji, depuis l'année dernière, il y a 2 ans? C'est-à-dire qu'ils sont de cœur avec vous, ils ont envie de partir. Parce que pour chaque projet, il y a un temps. Donc le projet est arrivé à sa terme, ils veulent partir, mais vous avez tissé tellement de liens forts qu'ils ont peur ou qu'ils ont pitié, ou en tout cas ils ne veulent pas partir. Voilà, je connais un peu l'histoire. Voilà, je connaissais un peu l'histoire. MSF est toujours avec vous. MSF, c'est la priorité, c'est le patient d'abord. Voilà, c'est là, et MSF soutient beaucoup le REGAP à travers des appuis techniques et financiers, vus sur la prise en charge, l'accompagnement de la structuration et l'accompagnement sur des petits financements, des petits projets et des activités que nous menons, et nos APS qui sont dans les sites de prise en charge, qui accompagnent leurs pairs à travers la prise en charge psychosociale. Et il y a d'autres partenaires aussi qui nous accompagnent à travers des formations et appui aussi technique sur la structuration, mais nous avons aussi besoin de l'appui de l'État, parce que le REGAP+, la riposte ne peut pas se passer sans le REGAP+. Le REGAP+, c'est les activités communautaires. Nous sommes en direct. Et les PODI, ça existe toujours? Les PODI existent toujours et ça marche à merveille. D'accord. Vous savez, ça, c'est un échantillon des expertises de MSF qui a passé, Mais le modèle a été, le modèle a été pris, je crois qu'à Congo, c'était ça? Congo, oui, bien sûr, à Congo. Et vous avez fait le même modèle à Conakry. On a visité les sites, c'est en tout cas Ça, c'est de rapprocher le traitement aux communautaires. Tout à fait. Et c'est des activités vraiment qui sont à encourager et à vraiment à encore multiplier. Vu que, je vous annonce, MSF va se retirer dans ces 2 PODI qui sont là en Guinée. Les 2 PODI, ils vont se retirer et passer la main au gouvernement guinéen à travers le programme national de lutte contre le sida. D'accord. Et là, mais aussi, depuis tout ça, vous n'avez que 2 PODI, ça devrait être plusieurs PODI sur les ça devrait être plusieurs PODI. Ça devrait être plusieurs PODI. Mais c'est les Parce qu'il y a des activités vraiment, auprès des communautés, il y a des activités très enrichissantes. Oui. Et ça ne devrait pas être Sonfonia et Gomboya. Oui. Et c'est à travers ça, même à travers votre plateau là, que je vais lancer ce plaidoyer à multiplier, parce qu'à l'intérieur du pays, on a vraiment besoin d'exemplaires de ces PODI. Et je vais vous dire que lorsque le Fonds mondial avait promis de construire des PODI à l'intérieur du pays, nous, le REGAP, on s'est levé pour faire des plaidoyers auprès des autorités locales pour obtenir des locaux. On a eu des locaux, par exemple, à Zérékoué et à Kankan pour la construction. Mais fort malheureusement, le Fonds mondial, qui est le seul bailleur, un grand bailleur, donc le seul qui a décidé à travers les coupures au niveau du haut niveau, là, les coupures de fonds, ils ont décidé d'annuler la construction. Oui, c'est vrai. Et là, moi, je vais lancer l'appel à l'État guinéen. Ils ont des bâtiments administratifs qu'ils peuvent octroyer au REGAP+, pour nous permettre de mettre les PODI en place et pouvoir décentraliser, accompagner nos communautés, parce que c'est la population guinéenne. Et si on a ces locales pour nous permettre de faire la distribution communautaire, et là, les patients qui sont à un niveau un niveau de traitement très bien, ils peuvent venir s'approvisionner en 6 mois. Et là, ils n'auront rendez-vous qu'à 6 mois encore pour venir faire leur bilan, pour savoir comment leur traitement se passe. Donc, c'est un grand atout. Donc, je passe par cette émission à faire le plaidoyer pour que l'État fasse face à nous octroyant des locaux dans les bâtiments administratifs
pour nous permettre de vraiment décentraliser. Mais peut-être que vous n'avez même pas besoin de construire. Oui, il y a des bâtiments, des bâtiments administratifs. Oui, qu'on peut octroyer au Rega Plus afin de mettre des podis. D'accord. Voilà, aussi ça va désengorger, ça va diminuer la charge des médecins pour la consultation. Parce que nous, parmi nous, il y a des membres qui sont formés sur la distribution, sur le dépistage, sur le conseil. En fait, vous êtes semi-médecin. Vous êtes semi-médecin. Quand vous voyez des gens au niveau des produits, en fait, leur littérature est tellement soutenue par des termes techniques. Et, voilà. Oui. Donc c'est comme si c'était des médecins. Donc la formation continue, c'est important aussi. Hein. Moi, quand j'entends MSF veut se retirer, voilà. Ça fait trembler le cœur. Hein. Ça va pas aider. Vous savez aussi, ils ont beaucoup fait parce qu'ils ont fait la transmission, ils ont formé près de 300 infirmiers au niveau de Donka. Et beaucoup plus, ce qui me fait trembler le cœur, c'est les CFR de Donka. La MSF m'a dit qu'ils vont passer la main à l'État par rapport. C'est pas parce que j'ai pas confiance à l'État, mais l'État s'occupe de beaucoup de choses en même temps. Et là, MSF prenait en charge tout ce qui est pris en charge, nutritionnel, médical et le personnel à 100%. Et maintenant, si ce fardeau-là aussi vient se rajouter sur l'État, c'est compliqué. Et là, c'est une inquiétude. Et puis, c'est le seul centre de prise en charge, hospitalisation du VIH avancé. De référence, oui. Voilà, de référence. C'est vrai. Donc ça, c'est une inquiétude pour ça doit être une inquiétude. Mais moi, quand tu fais allusion à cet aspect-là, ça, c'est un peu parce que là-bas, MSF met le paquet, hein, ça, il faut le dire. Ça, il faut le reconnaître. Avec les malades qui sont anités là-bas. Stade avancé à IRSF, bon, c'est vrai que... ça, il faut se poser la question. Et ça, ce point-là doit figurer dans ton discours. N'oublie pas. Il faut que les autres aient l'occasion de faire justement ton plaidoyer. Ça doit axer sur ces points centraux. Alors, monsieur Sané, on va parler un peu des sites. On a dit que le départ du carnaval, c'est la banque Padam de Rond-Point. Oui, Rond-Point Badam. C'est Badam, oui, l'ancienne banque là. Justement. Voilà, jusqu'à... Hôtel Kaloum. Jusqu'à Hôtel Kaloum, mais c'est pas loin. C'est pas loin. C'est juste pour montrer que... On avait la... c'est pas loin. On allait le carnaval quand même, vous allez faire un peu le tour et puis voilà, pour aller là-bas. Vous savez, d'habitude, quand le CNLS fait leur lancement à l'hôtel, nous, on le faisait dans la communauté. On prenait même les véhicules MSF pour contourner presque toute la ville en distribuant des préservatifs. Mais aujourd'hui, les préservatifs sont disponibles? Oui. Pas tellement, hein. C'est parce que ça se voit pas. Quand je dis oui, c'est pour ceux qui peuvent et ceux qui veulent venir se faire dépister pour les encourager. D'accord. C'est pas disponible en quantité. Ça, je ne veux pas mentir sur ce plateau. Voilà, c'est pas bien de dire. Faut dire les choses là où c'est pas oui. Donc, je me réserve de dire que c'est disponible. Mais il y a une toute petite quantité qu'on a reçue pour nous permettre vraiment d'accompagner. C'est MSF qui a donné ça aussi? C'est MSF et le programme national. D'accord. Oui. Ok. Et CNLS CNLS, oui, nous accompagne aussi à travers quelques... Mais CNLS, je crois que c'est le moment de... Si MSF doit partir, CNLS doit quand même mettre en place un mécanisme pour assurer le bon fonctionnement le centre de l'ICFR, oui, il y a un engagement très fort du côté du CNLS, ça il faut le reconnaître parce qu'il y a même deux comités qui sont mis en place, dont je fais partie. Le comité du pilotage et le comité technique sur tout ce qui est aspect de prise en charge. Il y a eu l'évaluation de tous les coûts que le CNLS est en train de suivre à travers ce comité et défendre au niveau de la primature. Tout à fait. Et au niveau de la présence, ça peut aller, je pense. Il suffit juste de mettre la volonté et de savoir relever ce défi-là, parce que ça devient un défi pour le gouvernement. Pour le gouvernement. Voilà, parce que on peut MSF rester longtemps en partant et vous laisse et puis tout ce qu'il y a au niveau du centre.
faut juste savoir coordonner parce que c'est les mêmes médecins peut-être qui vont rester. C'est peu des expatriés qui sont dedans. Oui, la grande partie, c'est des Guinéens. C'est pourquoi, lors du café de presse de MSF, j'ai souligné cela, j'ai dit aux médecins, après le départ de MSF, même au cas où vous n'arrivez pas à avoir tout ce que MSF vous donne, n'oubliez pas que ce sont vos frères et sœurs guinéens que vous êtes en train d'aider. Donc, et cela va s'ajouter à l'État qui vont voir au niveau des fonds domestiques et voir sur le secteur privé aussi comment vraiment venir en aide à ceux qui sont là parce qu'ils s'occupent vraiment des malades très compliqués à stade. Oui, à stade. Et aussi, c'est des vies des Guinéens qu'on est en train de sauver. Oui, c'est vrai. Le carnaval et puis ensuite les discours. Maintenant, les sites de dépistage, on peut avoir une idée un peu sur les sites. Suivant les activités planifiées au courant du mois de décembre, on a une série d'activités de dépistage qui va se réaliser dans la communauté. D'abord, du 4 au 7, il y a une activité de dépistage qui est prévue à Koya, précisément à Sambaya. Il y a tout un programme. Voilà, donc là, il y a toute une équipe qui est mise en place. Les dépisteurs, les agents sensibilisateurs, les mobilisateurs, donc seront tous là pour accompagner le regard pelouse à réaliser cette activité. Et c'est là, à partir du 13 au 15, du 9 au 13, il y a une activité qui va se passer de dépistage de sensibilisation au marché de Koya. D'accord. Donc ça aussi, ça sera les mêmes équipes qui vont essayer de faire cette activité et on mobilise, on sensibilise, on mobilise, on oriente pour le dépistage. Et ce qui est important, les cas dépistés sont vraiment suivis. Il y a une équipe qui est là qui vont faire le suivi de ces personnes dépistées. Parce qu'il ne s'agit pas de dépister quelqu'un s'il est positif, le laisser dans la nature. Non seulement nous allons gérer les émotions, parce que déclarer à quelqu'un qui a des séropositif, c'est pas facile. Donc il faut gérer l'émotion. Après la gestion de l'émotion, il faut le rassurer, le traitement, parce que c'est ce qui est important. Les agents sensibilisateurs là sont des psychologues sociaux, je ne sais pas. Ils jouent tellement de rôles. Oui. Franchement, ils jouent tellement de rôles. Quand tu assistes à certaines activités, mais ils remplacent carrément les médecins. Oui. En tout cas, ils ont le langage. Oui, c'est des gens qui sont bien formés, ils savent comment gérer l'émotion. Mais on remercie au passage toujours MSF. Oui, c'est MSF. MSF a fourni beaucoup d'efforts. Même moi, je suis produit MSF. J'ai été médiateur, je suis APS pendant plusieurs années, pendant plus de 10 ans. D'accord. Donc, et Sidibé, mon frère. Sidibé aussi. Il est allé au Congo ou bien il est là? Oui, il est là. Donc, je suis produit de MSF, ils m'ont formé et c'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, je connais bien la prise en charge psychosociale et comment ça se passe. J'ai passé par là. Et donc, ces personnes dépistées sont sensibilisées, sont préparées moralement pour affronter le traitement. C'est ça aussi, c'est notre mission. Donc, prendre le traitement, c'est pas facile parce qu'il y a des effets secondaires. Donc, si la personne n'est pas suivie, préparée, dès qu'il commence à prendre les effets secondaires, il va abandonner. Et s'il abandonne le traitement, c'est pas bien. Donc, c'est ce qui amène d'ailleurs toutes les complications quand on arrête le traitement, n'est-ce pas? Il y a tout ce processus qui est mis en place et qu'on va. Il y a aussi des dépistés récalcitrants. Ils veulent pas. Ils veulent pas et ce qui reste dans la nature, ils continuent à propager et sans se protéger. Est-ce que dans quel volet on peut mettre ces récalcitrants là? C'est des gens de mauvaise foi qui veulent contaminer ou c'est par peur c'est par peur de la stigmatisation et des frustrations qu'ils subissent à travers la communauté. Pour dire, aujourd'hui, le VIH n'est pas un tabou. Pourquoi les gens refuseraient de connaître leur statut? Voilà. Quand tu connais ton statut, tu prends des précautions. Vous savez, par exemple, en ville, on peut dire que ce n'est plus un tabou. Mais ça reste toujours un tabou. À l'intérieur du pays. Mais justement, ma question... Par manque de communication. Voilà, justement. Je voulais poser la question. C'est-à-dire, au mois de décembre, beaucoup d'activités sont concentrées dans Grand Conakry, ici, Conakry-Kaloum, Conakry-Kaloum jusqu'à Kouya. Mais et les autres préfectures reculées? Comment vous faites? Oui, pendant le mois de décembre, vu que les moyens ne sont pas là, on
délègue les activités à travers nos associations qui sont décentralisées à l'intérieur. Nos points focaux qui sont là-bas, chacun va faire de son mieux à travers les moyens qu'il dispose à son niveau. Parce qu'il y a certains, au niveau de certains, il y a les radios rurales, ils utilisent ça pour faire des sensibilisations et faire des émissions interactives. L'importance des radios rurales à l'intérieur. Voilà. Oui, à travers des émissions interactives pour poser des questions et des réponses et donner des éclaircissements par rapport au mode de transmission et les modes de non-transmission et comment vivre avec une personne qui vit avec le VIH. Donc, vu que les moyens ne sont pas là, il y a pas assez de moyens pour la campagne. On passe par les stratégies et décentralisées au niveau de nos représentants au niveau rural. Normalement, après le mois de décembre, les campagnes continuent. Ça continue avec le regard, même s'il n'y a pas assez d'engouement, mais ça continue quand même. Oui, ça continue, on continue toujours, on est toujours. Parce que même il y a des activités nocturnes que MSF nous appuie à faire pendant la nuit dans les maisons closes et maquis et bars pour sensibiliser et dépister. Donc ça, c'est pas seulement le mois de décembre. Vu que c'est tout le monde parle du mois, pendant le mois de décembre, c'est tout le monde qui parle du sida. Oui, c'est toutes les activités. C'est tout au long. C'est le gouvernement qui se lève, c'est la communauté internationale, c'est tout le monde qui parle du VIH. Mais après, les activités continuent. C'est continu. Et nous continuons sur le terrain. Parce que la prise en charge du VIH, c'est les deux volets. C'est le volet médical et le volet social. Parce qu'une personne qui n'accepte pas son statut ne peut pas prendre son traitement correctement. Pas du tout. Donc c'est notre rôle, c'est le rôle du Rega Plus de faire accepter le statut d'abord, faire comprendre la personne, c'est pas la fin du monde. Tu peux vivre avec le VIH en prenant le traitement correctement et tu peux faire des enfants séronégatifs. Et tu peux justement, c'est là où je veux qu'on explique un peu. Tu n'es pas médecin sans doute, mais tu as aujourd'hui un langage pour expliquer, à la place même des médecins, comment éviter les enfants d'un couple séropositif d'avoir un enfant séronégatif. Donc, moi, la communication autour de ça est très importante parce que les gens, jusqu'à présent, c'est vrai que, oui, à l'intérieur, il me semble que c'est la communication, ça dans les langues vernaculaires, c'est important. Et j'aurais voulu aujourd'hui, si tu veux faire passer un message en polaar par exemple, pour dire que cette maladie, c'est vrai qu'à l'intérieur du pays, quand on dit que ton enfant ou en tout cas un parent est séropositif, le regard compte, le regard du voisins, le regard de la famille, des amis, ça compte beaucoup. Et c'est ce qui décourage beaucoup de suivre le traitement. Et c'est ce qui amène même la vengeance. Voilà. Voilà, c'est ça. Je vais propager la maladie, je m'en fous. Après moi, le déluge, quoi. Voilà. Tout le monde n'a qu'à partir au même moment, je m'en fous. Et c'est méchant, du moment où on ne meurt pas, on peut ne pas mourir de la maladie. Voilà, c'est très important. Donc, Boudi, est-ce que, ou bien c'est M. Souriba qui va nous expliquer, ou on me laisse notre Hadia nous expliquer, les couples séropositifs peuvent donner naissance aux enfants séronégatifs. Oui, c'est important. Ça, on a même des exemples, beaucoup d'exemples, parce que vu ça, c'est déjà une autre victoire du traitement. Du traitement de la médecine. Maintenant, parce qu'il y avait même, on parlait du PTME, c'était la prévention de la transmission mère-enfant. Et maintenant, c'est ETME. ETME, c'est l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Ça a avancé. C'est pourquoi maintenant, le dépistage des femmes en grossesse, en CPN, le dépistage du VIH est systématique. Parce qu'une femme, à partir du moment que tu lui parles de sauver son enfant, quel que soit le problème, elle va accepter. Parce qu'une mère peut choisir de mourir 1000 fois pour son enfant et pour que son enfant reste en vie. Quand tu dis à une femme, il faut te dépister pour sauver ton enfant, la femme va tout de suite accepter. Donc, à travers ça, si une femme en état de famille, elle est séropositive, elle suit son traitement correctement, elle peut ne pas transmettre le virus à son enfant.
Ça, on a des exemples très frappants, plusieurs, beaucoup. Oui, même un mari séropositif peut ne pas contaminer aussi sa femme si sa charge virale est indétectable. Voilà, si la personne, que ce soit la femme ou l'homme, quand tu as une charge virale indétectable, je parle sous le contrôle des médecins. Les médecins. Voilà, nous sommes des communautaires, mais le fait que nous sommes des communautaires, mais nous vivons avec les personnes qui sont des vrais, des épreuves vivantes qui témoignent. Là, c'est que la personne qui vit avec, qui a traversé, qui a vécu, est mieux placée d'expliquer qu'une personne qui imagine, qui intervient, qui interpelle, ou bien qui cherche à traduire. Mais celui qui a vécu est mieux placé. Voilà. Donc là, il y a plusieurs exemples. Si la femme suit son traitement correctement, elle peut faire des enfants séronégatifs. Et là aussi, la personne, c'est pourquoi le dépistage précoce est très important. Quand la personne est dépistée très tôt, elle est sous traitement, elle peut se marier sans contaminer même son mari et faire des enfants qui sont aussi séronégatifs. Ça, c'est un succès. Mais il faut faire comprendre comment se comporter, il faut suivre les conseils de l'APS et du médecin. Donc, il ne faut pas dire seulement parce que je suis séropositif, je prends, mais prendre aussi et prendre correctement. D'accord. Et aussi suivre les conseils qu'on te donne au niveau du médecin et au niveau des APS qui sont formés à la matière. Très bien. Monsieur Soriba Sané, on va parler un peu les chiffres, on va parler un peu des chiffres. 2023-2024, les chiffres, ça dégringole, ça monte, ça descend. Aujourd'hui, est-ce que il y a une satisfaction au niveau des chiffres? Est-ce que le VIH diminue ou, à votre avis, il n'y a pas de changement? Les chiffres sont restés statiques. Ça n'a pas changé. Moi, je pense que, comme l'a dit la présidente, la première porte d'entrée du VIH, c'est la prévention. Et la prévention, c'est le traitement. Le traitement est la première porte d'entrée en matière de la prise en charge du VIH. Quelqu'un qui prend correctement le traitement du VIH, la personne elle ne peut pas contaminer, surtout si la charge virale est indétectable. Donc aujourd'hui, vu que le traitement a réussi, cela a impacté la transmission du VIH. Donc ça a beaucoup diminué. Parce qu'aujourd'hui, sur nos statistiques nationales, nous sommes à 1,5. Donc ça, c'est une victoire. C'est une victoire. Et le nombre de personnes contaminées a considérablement diminué dans les structures sanitaires. À travers la sensibilisation, parce qu'avant, les gens n'avaient pas une information sur la maladie, donc les moyens de contamination, les moyens de prévention n'étaient pas tellement comprises. Et aujourd'hui, je pense à travers la sensibilisation, les gens sont en train de faire une prise de conscience et les patients sont vraiment adhérents par rapport au traitement et ça réduit considérablement le taux de contamination. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a... nous c'est vrai que nous côtoyons un peu les centres, les produits et autres. Est-ce que, selon vous, il y a des innovations de la prise en charge? Avant, on mettait du temps pour connaître son statut, mais aujourd'hui, c'est... Oui, l'une des innovations qui est dans la prise en charge, aujourd'hui, on a une molécule qu'on appelle dolutegravir, qui est aujourd'hui le traitement de première intention. Avant, il y avait un traitement de deuxième ligne, troisième ligne, première ligne. Mais aujourd'hui, ce médicament, même ceux qui sont sous deuxième ligne, est efficace pour ces personnes. Qu'est-ce que vous appelez deuxième ligne, première ligne? Voilà, au fait, si la personne est sur le schéma thérapeutique de première ligne, et peut-être à cause de la mauvaise prise des médicaments, il ne prenait pas à l'heure ou associé avec les autres médicaments traditionnels, voilà, et que la personne résiste sur cette ligne, on le ramène sur la deuxième ligne. Et la deuxième ligne, il peut prendre 2, 3, 4, 5 comprimés par jour. Et c'est des grosses molécules. Et aujourd'hui, ce molécule qu'on appelle dolutegravir est venu supprimer ça. Donc un seul comprimé par jour, ça suffit pour la personne qui est en deuxième ligne et en première ligne. Vous avez vu? Donc ça, c'est une véritable innovation. Malgré qu'il y a des soucis, mais ça arrive quand même, on parvient à gérer. Donc ça, c'est une innovation qui est à saluer. Voilà. Et aujourd'hui, les boîtes aussi on avait une boîte de 30 comprimés.
par jour. Donc quand le patient vient, quand on lui donne 6 mois de traitement, il part avec 6 boîtes de médicaments. Mais aujourd'hui, il y a une seule boîte qu'on donne 90 comprimés dans une seule boîte. 180 Un comprimé par jour. Oui, un comprimé par jour, 180. Donc le traitement de 6 mois dans une seule boîte. Vous avez vu, ça c'est une innovation. Donc, et connaître aussi son statut sur place. Et oui. Aujourd'hui, on peut connaître dès qu'on fait le test. Avant aussi, quand on dépistait, on le mettait dans l'instruction, il va aller une semaine, il est en train de réfléchir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va me dire après. Mais aujourd'hui, dans 30 minutes, tu viens, tu es sensibilisé, tu acceptes, on passe au dépistage, maximum 30 minutes, 30 à 45 minutes, tu as ton résultat. Et on t'annonce, si c'est un résultat positif, on gère, et puis la personne est préparée, il est préparé pour la mise sous traitement. Donc ça, c'est des innovations. Chaque équipe est composée d'un psycho... Voilà, il y a des psychologues, il y a des accompagnateurs psychosociaux, il y a des médecins. Donc c'est une équipe multidisciplinaire qui accompagne les personnes vivant avec le VIH. Parce que vraiment, le VIH, c'est une chose qui n'est pas facile à supporter, hein, madame. Oui, je sais. C'est pas facile à supporter. Non seulement psychologiquement, financièrement et sur tous les plans. Donc c'est pourquoi il faut apporter une assistance à ces personnes qui sont vraiment atteintes du VIH-Sida. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, je l'ai entendu avant, on continue toujours d'associer les médicaments aux produits traditionnels. Oui. Voilà. Est-ce que tu as une idée ou bien une lecture par rapport à ce mélange de médicaments pour en finir avec la maladie? Si ils associent les comprimés, les produits thérapeutiques aux médicaments traditionnels, tout ça là, c'est pour vaincre la maladie. Mais parfois... c'est un échec. Ouais. Ça peut entraîner un échec thérapeutique. Vous savez, ce qu'il vient de dire par rapport à l'échec du traitement, c'est dû à certaines utilisations des médicaments traditionnels. Et c'est le rôle des APS d'informer, à dire que vraiment ces médicaments traditionnels, le VIH ne se guérit jamais aux médicaments traditionnels, quelle que soit leur publicité ou quoi. On entend dans les radios. On voit même dans les réseaux sociaux. Chaque fois, on m'envoie des vidéos comme ça, soit dire que tu prends ça en 3 jours, tu vas être... Mais il faut jamais mélanger le traitement antirétroviral et aux médicaments traditionnels. Ça, c'est le conseil que je donne à tous ceux qui prennent les ARV. Et ce n'est pas une aussi fatalité. Parce que qu'est-ce qui empêche la réussite de la lutte contre le VIH? C'est la stigmatisation. Les premiers messages qui ont passé, parce que dès que tu parles du VIH, on fait allusion au sexe. Et il y a de ces personnes qui ont eu cette maladie sans passer par cet acte. Et nous faisons le dépistage nocturne à travers les bars, à travers les prostituées et autres. Je m'excuse du terme si ça fait mal, mais on les appelle comme ça. Mais on peut trouver moins de positifs parce qu'eux, ils sont informés. Mais dans la communauté, quand nous partons pour faire le dépistage communautaire, ce qu'on trouve, c'est du catastrophe. Parce que dès qu'on parle du VIH, c'est la maladie des autres. Étant donné que nul n'est à l'abri du VIH. Que tu sois riche ou pauvre, petit ou grand, noir ou blanc, le VIH se fiche. C'est à la porte de tout le monde. Il suffit de faire face pour comprendre. Et là, les personnes qui portent aussi le virus, ce sont des victimes de maladies comme tous les autres. Personne ne cherche à avoir une maladie, quel que soit le problème. C'est bien que les premiers messages ont été dit que c'est attrapé à travers la prostitution, mais il y a des victimes qui sont innocentes, qui n'ont jamais fait cela, mais c'est le destin. Il faut toujours mettre en tête que c'est le destin, et le destin est inévitable. Quand tu es malade et qu'on te montre un produit qui peut guérir cette maladie et que tu ne payes même pas, il faut être adhérent et prendre les médicaments et suivre le reste et laisser le reste dans la main de Dieu. La gratuité, oui, c'est vrai. Parce que l'État se bat beaucoup pour la disponibilité des ARV. Et si maintenant le patient refuse de prendre ses ARV, c'est une perte. Et là, c'est la personne même qui va perdre. Et là, la personne va développer la maladie. Une personne peut être séropositive sans développer la maladie SIDA. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Une personne peut être séropositive pendant toute sa vie
et ne pas développer la maladie sida. La maladie sida, c'est quand la personne développe la maladie, elle est une maladie comorbidité. Voilà. Comorbide de la tuberculose notamment et d'autres maladies. Voilà. C'est vrai, cette émission, c'est vrai que comme on n'a pas de médecin, on aurait voulu peut-être un peu rappeler un peu comment on contacte la maladie, mais si Bodi peut nous aider, et tu as dit c'est pas seulement à travers le CLSX, et avant on disait pour aller dans les salons de coiffure, il faut aller avec tout ton matériel. Ça peut se transmettre avec des aiguilles, des outils souillés, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas? Vous savez, c'est pourquoi nous, on n'est pas des médicaux, mais on est proche de ces médicaux. Oui, justement, à travers les formations qu'on a reçues, on a des informations sur le VIH. Je ne dis pas le côté technique médical, mais côté VIH, sur la transmission et non-transmission, là, nous sommes formés là-dessus. Et la transmission, nous, comme les communautaires, c'est en 3 voies. La voie sanguine, tout ce qui est objet qui peut faire sortir le sang à travers le sang, et la voie sexuelle que tout le monde connaît, et la transmission de la mère à l'enfant qui est aujourd'hui vraiment très très minime, parce que les femmes enceintes sont suivies et ils sont vraiment mis dans les conditions pour toutes les conditions pour pouvoir sauver l'enfant. Donc c'est les 3 principales voies qui peuvent transmettre. Et nous, les femmes, nous sommes beaucoup plus exposées, parce que le côté social. Aujourd'hui, moi je peux dire, je ne peux pas aller chez mes voisins prêter un couteau. Mais est-ce que mes voisins ne viendront pas prêter un couteau? Est-ce que quand je vais partir pour les cérémonies, pour les préparations, si quelqu'un se blesse, le VIH ne s'écrit jamais sur le front de quelqu'un. Et il se blesse, il jette le couteau, moi je prends, je ne connais pas son statut. Je peux me blesser. Donc vous avez vu avec aussi, prête-moi ton coupon ou autre là. Tout instrument qui peut blesser quelqu'un peut être une porte d'entrée. Et le VIH ne peut pas pénétrer dans le corps humain sans qu'il n'y ait une porte d'entrée. Mais on a tous des petites lésions, parfois sans le savoir même, qui peut faire une ouverture pour la transmission. Donc et aussi qu'ils doivent savoir une personne qui porte le VIH ne peut pas transmettre à travers le manger, à travers les habits, à travers les toilettes, à moins que la personne utilise les effets des toilettes intimes, tels que les éponges, les brosses, parce que ça, tu peux te blesser sans le savoir. Et aussi, le virus ne peut pas vivre à l'air libre au-delà de 15 minutes. D'accord. Encore autre chose, la deuxième partie, il ne faudrait pas qu'on oublie, parce que les téléspectateurs nous regardent, ils veulent participer à cette discussion enrichissante. Bodi, je voulais poser, on a dit qu'aujourd'hui, on mettait l'accent sur la stigmatisation des personnes dans les services, dans leur lieu de travail, puis aussi les enfants issus des couples séropositifs. Donc, quelle lecture, quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Le numéro va s'afficher, le 625 90 73. Vous pouvez nous joindre pour poser des questions liées à notre thème du jour, notamment le sida, le VIH-sida. Entre autres, Bodi, tu peux nous parler un peu de cette stigmatisation, comme diraient certains, les professionnels, vous d'ailleurs, vous qui communiquez sur le VIH, souvent on dit que la stigmatisation tue plus que la maladie. Alors est-ce que tu as une autre explication plus consistante que celle-ci? Cette stigmatisation, c'est ce qui freine même la lutte contre le VIH. Tant qu'on n'arrive pas à diminuer, parce que pour ne pas dire enlever complètement cette stigmatisation. Parce que si vous imaginez aujourd'hui, à travers le Fonds mondial finance 3 pathologies, VIH, TB et PALU. Mais les 2 autres n'ont pas de soucis par rapport au VIH, parce qu'il n'y a pas de stigmatisation. Le VIH, c'est parce que quelqu'un a peur de faire dépister, parce qu'il a peur d'être indexé dans la communauté, il a peur d'être rejeté. Mais une personne qui n'est pas stigmatisée, et pourtant la tuberculose aussi,
J'ai dit, ils ne sont pas stigmatisés, mais c'est aussi une maladie. Bon, comme ils ont compris, oui, ça peut être guéri. Mais quand vos filles sont en charge, ta charge virale est indétectable, tu peux ne pas contaminer. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est la compréhension de ce terme-là, charge virale, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est vrai. C'est pourquoi nous, on a traduit ça en communauté et on dit en sous-sous, ou ma fatesori. D'accord. C'est ce qu'on appelle les CD4. Au fur et à mesure que les CD4 sont nombreux, au fur et à mesure, nous sommes protégés. Donc la charge virale, c'est le nombre de virus qui existent dans le sang. Et là, au fur et à mesure que les virus là sont minimes, la contamination devient impuissant. D'accord. Donc, c'est un peu cela. Oui, Bouti, on est arrivé, c'est la deuxième tranche. Allô, oui, vous allez parler, mais on peut prendre ce premier appel. Allô? Ben c'est parti, allez rapidement. On était au niveau de la stigmatisation. Donc c'est cette stigmatisation qui empêche non seulement de prendre correctement les médicaments, et c'est ce qui empêche aux personnes aussi de faire les suivis. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent être à Koya, mais ils préfèrent être suivis à Ignace Dine. Même s'il veut pas, il peut passer toute la journée là-bas parce qu'il ne veut pas être vu au niveau à Koya, là où il est, pour dire que cette personne-là vient prendre ses médicaments au niveau de la prise en charge du VIH, parce qu'il a peur d'être stigmatisé et rejeté dans la communauté. Parce qu'on dit que c'est une maladie qui est sale, il n'y a pas une maladie qui est propre. Donc, quand même, il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, moi je pense être séropositif est mieux que d'être séro-ignorant. Tu ne connais pas ton statut, tu dépenses dans le vide. Et aussi, il y a le diabète, il y a le cancer. Si on dit à quelqu'un aujourd'hui, parce qu'il y a l'insuffisance rénale. Voilà, il y a ça aussi qui est à côté. Aujourd'hui, je pense que le VIH ne devait plus être vraiment un obstacle pour une personne au niveau de la communauté ou bien au niveau des services. Mais la stigmatisation persiste au niveau. Allô? Monsieur Sané, poursuivant la stigmatisation, aujourd'hui nous sommes en train de faire la promotion de la décentralisation. Donc les patients, c'est pourquoi on a construit les PODI pour un peu démystifier la prise en charge de cette maladie. Aujourd'hui, les patients peuvent aller au PODI, prendre les médicaments discrètement sans problème. Mais que cela, il y a des patients qui n'acceptent même pas d'aller au PODI parce que tout le temps, c'est la peur. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, oui. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où? Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, vous nous appelez? Je m'appelle Ahmed Kondé. Ahmed Kondé, monsieur Kondé, oui. Nous vous écoutons, monsieur Kondé. Un petit souci concernant... un petit souci, nous vous écoutons. Lequel? Un petit souci, nous vous écoutons. Lequel? Quels sont les premiers symptômes du VIH-Sida? Les premiers symptômes du VIH-Sida. Rapidement, monsieur. Oui, rapidement, monsieur Kondé, merci de pouvoir rappeler. Mais je vous rappelle que le VIH n'a pas de symptômes spécifiques. C'est pourquoi ma présidente vient de dire tout de suite, on ne peut pas voir quelqu'un dire que lui, il a le VIH, ça ne s'écrit pas sur le front. Et à part parce que tu as vu quelqu'un, il est mince, tu dis il a le VIH ou il a les boutons sur le corps, il a le VIH. Donc c'est pourquoi nous interpellons tout le monde d'aller se faire dépister. Parce que connaître son statut, c'est vivre mieux. Voilà, il n'y a pas de symptômes spécifiques pour le VIH. Voilà. Allô? Voilà, on continue, c'était la stigmatisation voilà. toujours. Donc c'est pourquoi il y a certaines qui sont dans les préfectures ou dans les régions, ils préfèrent venir à Conakry pour leur prise en charge à cause de la stigmatisation. À cause du regard du voisin. Voilà, au cause du regard des voisins, ou bien il y a quelqu'un à l'hôpital, peut-être à l'hôpital de Mamou, j'ai un parent qui travaille là et je vais aller chercher mon médicament à Mamou, mais dès que tu rentres dans le couloir, on dit non, c'est le couloir des personnes qui sont concernées. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. Votre nom, vous nous appelez d'où? Ah, ça va. Votre nom, vous nous appelez d'où?
Allô? Aïssata Kondé. Aïssata Kondé, oui. On vous écoute. Allô, oui. On continue. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est pourquoi les gens ont peur d'aller faire leur prise en charge dans leur communauté, dans leur lieu de résidence. Mais que cela ne tienne, il y a les APS, les accompagnateurs psychosociaux, qui fournissent assez d'efforts par rapport à ça, donner des informations à ces malades pour qu'ils acceptent de rester tout près d'eux. Parce qu'il y a le problème de transport, il y a le problème de maladie. Donc, si en cas où tu dois venir à ton rendez-vous, tu n'as pas le transport, donc tu es empêché, tu peux pas entrer en possession de Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, moi je voudrais savoir, est-ce que celui qui a l'hépatite peut avoir le SRV en même temps? Celui? Si l'hépatite peut conduire à au VIH? SRV. Oui, au VIH. Nous ne sommes pas médecins. Aujourd'hui, il n'y a pas de médecin. On ne se prête pas aux réponses. Mais il y a tout simplement. Ça, c'est deux maladies différentes. Deux maladies différentes. Oui, ce n'est pas la même chose. L'hépatite ne conduit pas à cela. Nous ne sommes pas des médecins. C'est comme si sous leur contrôle, mais la réponse est non, non? Ah oui, la réponse est bon, non? Oui, c'est bon. Depuis ces années, c'est non. Donc la réponse est non. On est unanime là-dessus. La réponse est non. Ça ne conduit pas au VIH. Donc soyez rassurés, ça n'amène pas. Le VIH, c'est un virus, ça se transmet, les modes de transmission, elle n'en a fait qu'à tout à l'heure. Et quand c'est le cas, il faut connaître d'abord son statut. Quand tu connais ton statut, le dépistage précoce, ça te permet de suivre un traitement et de vivre, de ne pas développer la maladie, de vivre sainement comme tout le monde et d'éviter de transmettre. D'éviter de transmettre la maladie à une autre personne. Voilà. C'est cela. Ensuite, nous arrivons vers la fin. Allô? Il y a un autre appel. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? C'est monsieur, madame? C'est monsieur, c'est madame? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Il y a du bruit, on ne vous entend pas. Vous pouvez rappeler. Ok. Avant de passer à la fin, il y a un message que je dois passer par rapport à l'activité qu'on a planifiée, une grande activité qu'on a planifiée, c'est une conférence. D'accord. Donc face à la réalité des ressources, nous avons planifié une conférence le 22 décembre à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry sous la direction du professeur Foudé Bangali Sako. Et le thème, c'est quelle stratégie de résilience pour les programmes de lutte contre le VIH en Afrique face à une crise, à des crises financières. Donc face à cette situation, nous allons organiser une réflexion pour voir comment on peut faire la mobilisation autrement dans le cadre de la riposte contre le VIH. Parce que c'est un élément très important. Aujourd'hui, on a compris qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont fermées à cause les organisations qui financent les activités à cause de la rareté des ressources. Donc face à cette situation, il faut qu'on mène une réflexion pour ça, pour voir quelles sont les stratégies de résilience qu'on va mettre en place pour la mobilisation des ressources dans le cadre de la riposte contre le VIH. Allô? Et ça, c'est le 22 décembre. Inch'Allah. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Votre nom? Vous nous appelez d'où? Mon nom c'est Kouyaté. Oui, monsieur Kouyaté, oui. Vous nous appelez d'où? Je suis à Koléa. Nous vous écoutons, monsieur Kouyaté. Ok. Je suis à Koléa. Nous vous écoutons. Votre question? Ma question est la bienvenue. Parlez un peu plus fort, monsieur Kouyaté. On ne vous entend pas. Je dis, ma question est que, est-ce que la personne qui a atteint un VIH là, allez-y, nous vous écoutons. Allô, monsieur Kouyaté, oui. Vous êtes là? Est-ce que la personne peut suivre... Bon, je dis bien. Nous vous écoutons, allez-y. Voilà. Alors, le dernier message, Madame la Présidente du REGAP. Voilà. Merci vraiment pour cette opportunité. Je profite de ce plateau pour faire un plaidoyer aux décideurs guinéens. Vraiment de faire face au REGAP+, pour plus de résilience au niveau de la riposte.
et nous octroyer des locaux pour nous permettre d'avoir des sièges dans les bâtiments administratifs, parce que c'est le Fonds mondial actuellement qui paye les locaux du REGAP et ça prend tous nos fonds. Tous les fonds que le Fonds mondial nous accompagne, ça rentre dans la location. Et que l'État peut nous octroyer des locaux, parce que nous sommes des partenaires, nous sommes des citoyens guinéens qui luttent, qui accompagnent surtout le ministère de la Santé au niveau communautaire. Il y a des activités que nous menons dans la communauté, seuls nous qui pouvons le faire. Avec l'appui de l'État, nous pouvons aller plus loin. Et aussi, j'invite tout le monde, particulièrement l'équipe de la RTG, au lancement de la journée mondiale. Prévu demain. Demain à 7h, il y aura la marche. On veut que tout le monde participe parce que on a vu les marches roses contre le cancer du sein. Donc, il ne faut pas que la stigmatisation va vers le VIH. Donc, il faut venir nous accompagner et faire la marche ensemble pour soutenir les personnes qui vivent avec le VIH. Et je remercie les millions de téléspectateurs, et particulièrement l'activiste Marie Sidibié, qui est une très grande activiste dans la riposte. Et là, vous êtes honoré d'être membre du REGAP à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, on a fini. Est-ce qu'un petit mot, on a fini? Je ne dirai plus rien. Quand vous avez terminé, on va clôturer. Allez, merci vas-y. beaucoup. Un dernier mot. Le dernier mot que je vais penser ici, j'appelle tout le monde à prendre part au cérémonie de lancement du VIH et nous accompagner pendant les 15 jours de sensibilisation qui va se tenir à Boya et à Conakry. Très bien. Merci tout le monde. Merci donc à l'équipe technique qui est là tout le temps les dimanches pour nous accompagner. Ma chérie Massiri, merci à toi. Yaya, merci à toi également. L'équipe du Nodal, de la régie, vous êtes nombreux. François, chef Silla, chef Mané. Et ils sont nombreux, je ne peux pas les citer. Alassane, Ombra 3. Merci à toute l'équipe donc qui nous accompagne tous les dimanches pour la réalisation de Dites-moi tout. Donc on se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres thématiques dans cette émission, ici et nulle part ailleurs. Encore une fois, bonsoir et à la semaine prochaine.